bienvenue dans ce 101%. Alors aujourd'hui, nous avons la critique de Trine 2, No Life Employee RL, Temps perdu, Retro and Magic et tout de suite, c'est les news. À trop vouloir se diversifier, la licence de Tony Hawk a peu à peu perdu de sa superbe, s'éloignant à chaque épisode de ce qu'elle sait faire de mieux, le scoring dans un skatepark. Les premiers épisodes encensés par la critique et totalement incontournables à l'époque sont toujours considérés comme les meilleurs. Un succès que l'on peut expliquer par un gameplay impeccable et des OST cultes. Bref, les studios Robomodo sont en train de développer Tony Hawk's Pro Skater HD, un remake qui reprendra le meilleur des deux premiers épisodes tout en remettant les graphismes au goût du jour. Cool! Définitivement inscrite dans un processus de cross-média, l'équipe de Noob, la fiction que vous connaissez bien, s'apprête maintenant à se lancer dans le jeu vidéo. Et c'est ainsi que lors du dernier Toulouse Game Show, les fans de la série ont pu entrevoir un début d'ébauche de premier pas concernant l'un de leurs jeux en cours de développement. De loin, on dirait presque du Skyrim. Dans la légende du conte de Paro, le joueur pourra incarner un des membres de la guilde Noob et résoudre des quêtes dans la région de Paro, comme son nom l'indique. Prévu pour le moment pour 2013, on souhaite beaucoup de courage à l'équipe en charge du développement, à qui il reste visiblement encore pas mal de boulot. Cela faisait maintenant plusieurs mois que BioWare et Electronic Arts nous teasaient à propos d'un projet top secret qui allait mettre tout le monde d'accord. On sait désormais qu'il s'agit d'un tout nouveau Command & Conquer, une des séries de RTS les plus connues. Face à cette annonce, on se demande tout de même ce que BioWare vient faire dans l'histoire. En effet, depuis la reprise du studio par EA, on a l'impression ces derniers temps que ce développeur, culte pour certains joueurs, s'éparpille un peu pour finalement ne sortir que des produits moyennement convaincants à l'image de Dragon Age 2. La vérité, c'est que ce nouveau Command & Conquer sera développé par la même équipe que les précédents épisodes, EA tente simplement d'estampiller ces titres BioWare de manière à susciter des feelings agréables chez les joueurs pour qui les Mass Effect et autres Baldur's Gate occupent une place importante dans leur cœur. C'est moche EA, c'est moche. Alors, on va parler de Trine 2 et justement, quand on me parle de Trine, je pense au premier qui était dispo en dématérialisé. Et l'écologie étant un sujet très à la mode en ce moment, le jeu dématérialisé est une très bonne façon d'agir pour l'environnement. Et en attendant, il va falloir recycler les jeux qu'on a déjà en physique, surtout les jeux complètement pourris dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et pour ça, j'ai quelques astuces. Alors à commencer par le dessous de verre Duke Nukem Forever. Donc vous prenez votre disque, vous le posez sur la table et vous posez votre verre sur le disque. Comme ça, vous protégez votre table et d'une façon assez styleuse parce que il y a un dessous de verre jeu vidéo. Alors, pendant que vous appréciez votre boisson, je vous propose de regarder la critique de Trine 2. 2 ans après avoir offert aux joueurs une expérience incontestablement réussie, les studios Frozen Byte reviennent avec une toute nouvelle aventure mettant en scène les 3 héros auxquels nous nous étions attachés dans le tout premier Trine. Trine avait su séduire évidemment grâce à son aspect visuel, mais aussi grâce à ses puzzles basés sur une physique plutôt carrée et à sa dimension coopération qui rendait l'ensemble encore plus ludique. Et c'est avec un game design et une 2D encore plus maîtrisée que nous retrouvons cet univers définitivement enchanteur qui, s'il ne propose rien de vraiment original au niveau du scénario, remplit complètement son rôle de plateforme puzzle game. Mais le royaume a besoin de vos pouvoirs magiques. Il était une fois 3 vaillants héros, choisis par un artefact magique connu sous le nom de Trine. Si l'on ne prend pas de déplaisir à retrouver Zoya, la charmante voleuse, Pontius, le chevalier téméraire, ou Amadeus, le magicien stressé, il faut avouer que la raison qui les rassemble est assez faible en termes d'originalité. En effet, nos 3 héros se voient une nouvelle fois réunis par le Trine, un artefact magique qui les poussera à sauver ce royaume décidément prompt à se faire victimiser par les forces du mal. Un scénar et un background excessivement basique et cliché donc, mais qui colle finalement parfaitement à ces ambiances de contes de fées, de royaumes, de chevaliers et de magie avec lesquels nous sommes nombreux à avoir grandi. Trine 2 reprend exactement les mêmes principes que son prédécesseur. On évolue ici dans des environnements hautement oniriques, à base de forêts luxuriantes et de grottes mystérieuses, au sein desquelles vous devez faire preuve d'adresse et de réflexion. Bien évidemment, chaque personnage possède ses propres compétences qui lui permettront de surmonter les différentes épreuves que l'on vous propose. La voleuse, par exemple, peut utiliser son grappin afin de franchir certaines plateformes et se servir de son arc et de ses flèches pour se défendre.
Le chevalier, lui, a une approche un peu plus physique de l'aventure et servira essentiellement à trancher du monstre grâce à son épée, se protéger lui et ses compagnons à l'aide du bouclier ou bien détruire des obstacles équipés de sa masse. Le magicien, enfin, vous facilitera les phases de puzzle grâce à ses pouvoirs de télékinésie qui lui permettent de soulever et de déplacer des objets. Amadeus toujours plus Et à ses loin. compétences en conjuration qui lui offrent la possibilité de créer des boîtes ou des plateformes. Pour upgrader les compétences de vos personnages, vous devez passer par la case Level Up. Ces upgrades s'obtiennent une fois que vous avez récolté 50 fioles d'expérience. Ces objets bleus disséminés un peu partout dans les niveaux et vous permettent par exemple d'octroyer des flèches de glace à Zoya ou une deuxième boîte à conjurer pour Amadeus. Très loin d'un Skyrim, cet arbre de compétences pousse tout de même le joueur à faire la chasse aux points d'XP et donc à se gratter un minimum la peinture pour obtenir les objets les mieux dissimulés ou les plus difficiles d'accès. Une entreprise relativement difficile en mode solo, dans la mesure où vous ne pouvez incarner qu'un de ces 3 personnages à la fois. Vous avez tout de même la possibilité de switcher entre eux à tout moment, mais il faut avouer que la plupart du temps, le choix du joueur se porte sur le magicien Amadeus. Ses pouvoirs peuvent en effet venir à bout de nombreux puzzles. On préférera donc largement explorer cet univers en coop local ou online, là où chaque joueur incarne un personnage différent. Et si en règle générale il existe 2 ou 3 manières assez évidentes de résoudre une phase de puzzle, à plusieurs on se surprend à trouver des moyens plutôt tordus. En tout cas pas vraiment conventionnels de surmonter les épreuves. Un réel délire vidéoludique rendu possible grâce à cette physique définitivement bien travaillée et à ce level design rigoureusement étudié mais permissif qui laisse pas mal de place à l'imagination des joueurs. Des phases de puzzle vraiment intéressantes donc, qui vous demanderont parfois d'irriguer des pousses pour faire grandir une plante ou de rediriger un courant d'air grâce à des tuyaux afin de profiter de sa poussée. Oh voilà qui a de l'appétit. Et du coup, cette liberté dans la résolution des puzzles se retrouve également dans les combats. À plusieurs, Amadeus pourra par exemple faire léviter un orque pendant que Zoya le remplit de flèches et que Pontius protège le groupe des projectiles ennemis. Du teamwork médiéval fantastique comme on aimerait en voir tout le temps. Frozen Byte s'est pointé avec un Trine 2 réellement travaillé qui justifie sa faible durée de vie, 6 heures environ, par son prix plutôt attractif qui s'élève à un peu moins de 20 €. On a là une toute nouvelle aventure qui, si elle ne présente pas vraiment d'intérêt en termes d'histoire, se révèle diablement efficace dans les domaines du puzzle et de la plateforme. La coop online ou offline est pour le coup évidemment conseillée, mais on prend de toute manière beaucoup de plaisir à constater qu'il est possible de résoudre les épreuves de façon vraiment différente, et ce, encore une fois, grâce à une physique qui fonctionne très bien. L'ensemble est bien entendu supporté par un aspect visuel impressionnant, qui n'a strictement rien à envier aux grosses productions du moment. En somme, si le deuxième épisode de Trine ne renouvelle pas la série, il la bonifie totalement grâce à ses bonnes idées et à sa réalisation exemplaire. En gros, si vous possédez un PC, que vous êtes en ce moment même dans le trip Medfan, et que vous aimez cogiter sur du puzzle, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les méchants ont dû fuir en me voyant arriver. Alors, autre astuce, vous avez acheté Aladdin's Racer qui est particulièrement pourri et donc vous n'arrivez absolument pas à vous débarrasser. Donc vous prenez le disque et si vous avez un chien, vous avez un nouveau frisbee pour Médor. Alors ce qui est cool avec Médor, c'est qu'il est pas regardant, hein. Il s'en fout du gameplay, il s'en fout des graphismes, puis en plus avec lui, la replay value est infinie. Il s'amuse et il a un nouveau jeu avec votre ancien jeu. Alors tout de suite, on regarde No Life Emploi IRL. Bienvenue dans No Life Emploi IRL. Nous allons vous présenter un employeur potentiel. Détendez-vous, tout va bien se passer. Cravate ou pas cravate? Alors la cravate n'est pas recommandée, les baskets sont quasiment obligatoires. Conditions de travail. Donc c'est basé un peu partout dans le monde où vous êtes. Le bureau de Mozilla en France est à Paris, dans le 9e, mais si vous êtes talentueux et basé je ne sais où, vous voulez pas changer, c'est aussi possible de travailler de chez vous avec des collègues qui seront à Mountain View, San Francisco, Toronto, Vancouver, Tokyo. Profil recherché. Ce sont des développeurs d'excellent niveau
des gens qui ont une expérience, si possible une expérience dans l'open source, le logiciel libre, des gens qui ont travaillé sur des projets de logiciels libres, ce qui est très intéressant dans ce sens où ça va nous permettre de voir la qualité de leur travail. On peut voir vraiment le code de ce qu'ils ont fait. Donc si vous avez déjà travaillé pour un projet de logiciel libre et que vous êtes vraiment très bon et que vous avez envie de toucher plus de 450 millions d'utilisateurs de Firefox avec votre travail et puis de faire un produit qui est grand public et qui a beaucoup de succès, et ben voilà, c'est des gens comme ça qu'on veut. Niveau d'études et expérience. Alors, on dit ingénieur logiciel, mais c'est en fait au niveau du... Il faut qu'il soit très bon, mais c'est pas forcément sanctionné par un diplôme. Donc ça peut être une maîtrise ou ça peut être un excellent autodidacte. On a beaucoup d'autodidactes d'excellent niveau chez Mozilla. Donc chez nous, le diplôme est un peu secondaire, mais il faut que le niveau soit vraiment excellent. Voilà. Rémunération et évolution. Alors la rémunération, nous on cherche les meilleurs pour développer sur Firefox et sur Thunderbird. Donc à partir de ce moment-là, on est prêt à les payer le prix qu'il faut. Et puis après, c'est une évolution chez Mozilla. Généralement, on y reste longtemps chez Mozilla parce que c'est un endroit assez exceptionnel pour travailler, relax, mais aussi avec une bonne influence sur le monde. Le fait qu'on soit à but non lucratif, et je pense que c'est quelque chose qui apporte beaucoup à des gens qui cherchent du sens dans leur travail. Et puis en plus donc des produits qui touchent des dizaines ou des centaines de millions de personnes suivant qu'on travaille sur Firefox ou sur Thunderbird. À éviter absolument. Venir avec une cravate n'est pas synonyme de succès. Il vaut mieux bien connaître le monde du logiciel libre ou au moins être vraiment très fort techniquement. Si on a contribué à un logiciel libre, ça va permettre de montrer ce qu'on a déjà fait. Et puis il faut éviter de nous demander des questions stupides du genre « Ah, et votre cours de bourse, il va bien ?» Bah non, on est à but non lucratif. Ou des choses comme ça. Il faut être cool. Déjà, ça aide bien. Alors que si on arrive et qu'on est pénible, ça accroche moins bien. Il faut un petit peu avoir envie de changer le monde aussi, je crois, pour travailler chez Mozilla. Merci d'avoir suivi ce vidéogramme d'information. La sortie est par ici. Au revoir, on vous rappellera. Imaginons que vous n'avez pas vu la critique sur No Life et que vous avez acheté Atelier Totori. Vous êtes très déçus. Alors, ça tombe bien parce que j'ai la solution. Vous pouvez vous en servir comme d'un épouvantail. Vous les accrochez dans les arbres ou dans vos plantes qui sont attaquées par les oiseaux et la réflexion du soleil sur le disque les effraieront. Et en même temps, ça vous fera moins de temps perdu. Bonjour, bientôt plus de AAA, alors moi je vous le dis, il va falloir ressortir les bas de laine. Oui mais oui, que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu. Depuis que je suis tout petit, j'adore les jeux vidéo. Les shoots, les beat'em all, les RPG, tout ça. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup depuis super longtemps, je l'avoue, c'est les jeux de plateforme. Ouais, j'aime pas les plombiers, mais je kiffe les boing boing, les zwip et les dig-ding. Et sur le net, des jeux où on saute sur des trucs, il y en a plein. Tenez par exemple Random Heroes. Bah oui, on tire sur des E.T. morts-vivants, mais croyez-moi, c'est aussi de la plateforme. Et ça, c'est bien. Bon, c'est dommage que le choix de notre personnage ne change strictement rien à rien, mais bon, c'est bien quand même. Et puis parfois, dans les sbongs, il y a aussi un peu de je te casse la tête, comme dans Robocamp Link. Parce que si les robots ne réfléchissent pas trop, il faudra bien vous creuser les méninges si vous voulez venir à bout de ce jeu très court, mais extrêmement tortueux. Ici, votre robot, il peut faire ptong et shrapa. Mais il peut aussi et surtout créer un clone téléporteur et figer le temps. Alors du coup, il faudra bien utiliser toutes ces petites capacités pour arriver à vos fins. Court, mais bon. Mais bon, ce qui est le plus important dans un hop-hop, c'est la maniabilité. Parce que oui, au-delà des classiques double saut, des je rebondis sur les murs et je glisse aussi sur les murs, et ça tu t'y attendais pas, ce qu'il faut c'est que le jeu ait été programmé aux petits oignons.
Les pas petits pois, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, sans parler des haricots d'ailleurs. Comme ça, on prend du plaisir sans fin à bondir d'un truc à l'autre, ramasser des trucs qui font cling et atteindre la fin du niveau. Et Pixel Quest, dans le genre, bah c'est bien. Par contre, dans Dangerous Dungeons, même si c'est pas mal non plus, il y a comme un problème dans les sauts. Du coup, ça fait quand même plus souvent des gna 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 que des tic-dic-tic-tic. Parce que quand tu peux pas gérer tes ptoing, eh ben tu tombes. Et quand tu tombes trop, c'est fatigant. Mais bon, en tout cas j'aime bien les jeux de plateforme. Et pour ceux qui se demandent quelle peut bien être la Zuli musique qui vous a accompagné tout au long de cette émission, il s'agit de Bell du groupe japonais Androp. D'ailleurs, les images que vous voyez ici sont tirées du clip de ce même morceau. Mais attention, il ne s'agit pas seulement d'un clip, mais aussi et surtout d'un jeu. En effet, au début, vous devez écrire le texte d'un message et choisir son destinataire. Ensuite, les lettres de votre bafouille vont s'envoler, se retrouver et se transformer en un animal qui sera différent suivant le nombre de caractères que compte votre prose. Après, à vous d'éviter toutes les bestioles qui se jetteront sur vous durant tout le transport de votre missive. Chaque choc encaissé modifiera le contenu de votre correspondance, il s'agira donc de réussir un sans faute si vous voulez qu'elle reste intacte à l'arrivée. Et pour cela, il faudra bien apprendre par cœur tous les mouvements des bestioles adverses, et ça, eh ben c'est plutôt cool vu qu'il faudrait quand même ne pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus. Hop là. Maintenant, je vais vous parler d'un recyclage un peu plus féminin. Imaginons que votre cher mémé vous a offert pour Noël Coiffure Academy sur Wii. Vous êtes très déçus, hein. Ah là là, mes pauvres. Mais c'est pas grave parce que j'ai la solution. On va rester sur le thème de la coiffure. Vous pouvez par exemple vous faire des couettes avec le disque du jeu. Et puis si vous avez un autre jeu, bah forcément vous faites l'autre. De souvenir, Hatsune Miku a un costume dans ce genre d'ailleurs. Certains jeux sont aujourd'hui oubliés, mais ont été en leur temps des révolutions discrètes du jeu vidéo. Pour ceux qui les ont connus à l'époque, ces jeux restent le plus souvent des souvenirs marquants et indélébiles. C'est le cas de Sinistar. Sinistar est un shoot'em up au gameplay proche d'Asteroids, le classique d'Atari sorti 3 ans plus tôt. Comme dans Asteroids, le joueur pilote un petit vaisseau en vue du dessus dans un champ d'astéroïdes en mouvement. L'inertie du vaisseau fait partie intégrante de la maniabilité du jeu. Là où Sinistar se démarque d'Asteroids, c'est déjà par la présence d'autres vaisseaux évoluant autour du joueur, et par le fait qu'en tirant sur les astéroïdes, le joueur récupère des cristaux. En récoltant assez de cristaux, le joueur obtient des Sinibombes, des missiles à tête chercheuse destinés à détruire le terrible Sinistar. En début de partie, le Sinistar est encore en cours de construction. Des vaisseaux ouvriers parcourent le champ d'astéroïdes, récoltant les mêmes cristaux que le joueur. À la différence qu'eux s'en servent pour assembler le Sinistar. Lorsque le Sinistar est terminé, une voix sinistre résonne dans les enceintes. Beware, I live. Beware, I live. Il s'agit de la toute première utilisation de voix numérisées dans un jeu vidéo, et l'effet était saisissant, d'autant plus que Sinistar était le premier jeu d'arcade à proposer un son stéréo. Le Sinistar commence alors à pourchasser le joueur pour dévorer son vaisseau, tout en proclamant « Run, coward! Run, run, run! I hunger! » Run, coward! I hunger! Autant dire que pour les joueurs de l'époque, le stress était au maximum, surtout que si le Sinistar parvient à toucher le joueur, c'est la fin des haricots. Il ne faut pas moins de 13 Sinibombes pour détruire le Sinistar, autant dire que la rapidité d'exécution du joueur va être mise à l'épreuve, d'autant plus que sa tâche est compliquée par des vaisseaux ennemis qui tentent de l'abattre. Une fois le Sinistar détruit, le joueur passe au niveau suivant, plus complexe. Le jeu compte 5 niveaux en tout. L'un des créateurs de Sinistar était Noah Folstein, futur créateur de Coronis Rift et des point and clicks Indiana Jones et la dernière croisade et Indiana Jones and the Fate of Atlantis pour LucasArts.
C'est l'animateur de radio américain John Doremus qui prête sa voix au Sinistar. Énorme succès en arcade, Sinistar sera porté sur de nombreuses machines domestiques. En 1999, une suite est réalisée sur PC sous le nom Sinistar Unleashed. Bénéficiant de graphismes 3D splendides pour l'époque, Unleashed reste très fidèle au gameplay de l'original. Il s'agit toujours de miner des astéroïdes pour récupérer des cristaux afin d'engranger les Sinibombes permettant de détruire le Sinistar. Tout au long des 24 niveaux du jeu, le joueur va affronter une grande variété de Sinistars, chacun ayant un design bien particulier mais toujours très alien. Le boss final du jeu n'est autre que le Sinistar du jeu d'arcade original. Sinistar Unleashed se permet toutefois quelques innovations. Le vaisseau du joueur possède désormais une barre de vie et des boucliers, et l'armement est bien plus varié. Sinistar Unleashed est donc un shoot'em up très réussi qui ne dénature pas son illustre ancêtre, même si évidemment son gameplay semblait un peu limité face aux autres jeux de shoot spatiaux de l'époque, comme Star Lancer ou Free Space. Sinistar n'est pas très connu du grand public, mais il a marqué de son empreinte l'histoire du jeu vidéo, étant l'un des premiers exemples de boss de fin de niveau et le premier doté d'une voix et d'une personnalité. Nombre de jeux font également référence aux petites phrases de Sinistar, à commencer par les jeux Blizzard, mais aussi Team Fortress 2 ou Sam & Max. Et voilà, ce 101% est terminé. Vous êtes déçus, hein? C'est pas grave, j'ai la solution. Revenez demain à 19h.